Bonsoir à tous, je vous remercie d'être ici avec nous ce soir pour suivre ce dernier épisode de Regards croisés. Donc une série de séminaires thématiques que l'on organise dans le cadre des activités du CIRIC Brio. Donc pour ma part, je suis Christelle Liard, donc je suis coordinatrice des programmes du CIRIC de Bordeaux, Brio. Donc vous devez le savoir, mais je vais vous le redire rapidement. Donc, les CIRIC, ce sont des sites de recherche intégrés sur le cancer qui sont labellisés par l'Institut national pour une période de 5 ans. On est 8 en France. Et dans le cadre de nos activités, on organise tous les ans donc, nos journées scientifiques, les Bright Days. Alors comme vous le savez, le contexte sanitaire qui est le nôtre cette année nous a poussé à dériver vers un format tel que celui-ci, donc un format enregistré et diffusé en direct, avec donc différents événements. Donc, cette année, on a organisé donc, une première série de séminaires qu'on appelait Histoire de patients. L'objectif, c'est de suivre le parcours de 4 patientes atteintes de glioblastome, cancer du côlon et cancer du rein, donc du dépistage diagnostique, prise en charge, on va dire conventionnelle, et évolution vers de nouvelles techniques de prise en charge, passant notamment par des protocoles de recherche. Les regards croisés que vous allez voir ce soir, qui sont donc des séminaires organisés avec nos partenaires donc, industriels qui nous accompagnent. L'idée, c'est de pouvoir faire échanger des chercheurs et des cliniciens autour d'une thématique d'intérêt pour la communauté. Et puis une troisième série de séminaires que vous pourrez suivre donc, en décembre, qu'on a intitulé Tech for Onco, où là, l'objectif, c'est donc de travailler autour d'une technologie innovante utilisée dans les laboratoires de recherche. Donc, cette année, on a identifié deux sujets qui sont les technologies single-cell et la métabolomique fluxomique. Donc, avec des partenaires industriels et des chercheurs qui viendront vous présenter les projets applicatifs que l'on peut faire avec ces technologies. Donc, je rappelle que tous ces séminaires sont accessibles. Vous pouvez voir les replays donc, sur le site du CIRIC Brio. Et donc ce soir, pour ce qui nous concerne, donc ce séminaire est dédié donc, à l'actualité et aux enjeux dans la prise en charge des cancers gynécologiques. Donc je vais laisser la parole du coup à nos 3 intervenants que je remercie. Et je remercie également le laboratoire GSK qui nous soutient donc, pour ce séminaire. Donc bon séminaire à tous et je passe la parole à Sylviane Darqui pour le début de ce séminaire. Bonjour à tous. Je vais donc essayer de vous présenter brièvement l'état des lieux et les enjeux qui concernent le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc je passe les liens d'intérêt qui n'existent pas. Donc très brièvement, je vais faire quelques rappels, enfin quelques chiffres par rapport au cancer du col de l'utérus. Donc en 2018, on avait recensé 2920 cas et 1117 décès. Ces chiffres sont en nette diminution. Puisque dans les années 90, on était aux alentours de 4000 cas an. Là encore, les décès diminuent avec une incidence en nette diminution environ de 2% par an depuis 1990. C'est le 12e cancer le plus meurtrier chez la femme avec un âge médian en diagnostic de 51 ans et un âge médian en décès de 64 ans. Concernant la survie nette, elle est en légère augmentation entre 2005 et 2015. On regarde sur 5 ans glissant. Et donc, elle est de 66% à 5 ans entre 2005 et 2010. Elle est de 63% en 2010-2015. C'est essentiellement dû à l'augmentation du dépistage de ces cancers, en sachant que cette augmentation de survie touche essentiellement les femmes de plus de 60 ans. Donc la particularité de ce cancer, c'est un cancer qui est facile à prévenir et à traiter s'il est détecté suffisamment tôt. Alors au niveau international, c'est le 4e cancer de la femme dans le monde avec une répartition géographique très hétérogène. 80% de la mortalité se fait dans les pays en voie de développement et 90% des cas sont bien évidemment dans ces pays en voie de développement, avec une prévalence qui est très variable entre les pays. Ça va de 2% en Asie jusqu'à 35% en Afrique. Alors depuis très longtemps, les études épidémiologiques ont montré l'association entre les virus, le papillomavirus et les tumeurs du col. Donc ces virus, qui sont nombreux, sont des virus à ARN et ils ont un tropisme strict pour la peau et les muqueuses et se transmettent par contact cutanéo-muqueux et les femmes et les hommes peuvent en être porteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces virus sont aussi responsables d'autres cancers, nombreux de la vulve, du vagin, du cancer anal
Et le taux d'incidence du cancer anal, à l'heure actuelle, est en forte augmentation, là encore chez les femmes, entre 50 et 60 ans. Donc ce qu'il faut savoir, que chaque année en France, il y a plus de 6000 nouveaux cas de cancer attribuables au HPV. Alors par rapport à ces virus, il existe à l'heure actuelle une prévention primaire qui est la vaccination. Et le mode d'action de ces vaccins, c'est d'empêcher l'entrée du virus dans les cellules. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment l'utiliser avant toute première contamination. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, le vaccin est recommandé pour toutes les filles et pour tous les garçons âgés de 11 à 14 ans. Les garçons seraient très récents, c'est depuis janvier 2021, alors que les filles, la recommandation date, je crois, de 2008, et avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans. Il existe également des recommandations plus spécifiques pour les homosexuels garçons, avec une recommandation de vaccination jusqu'à 26 ans. Alors là encore, on a une hétérogénéité au niveau du taux de vaccination. On a les chiffres à l'heure actuelle que pour les filles, puisque bien évidemment la vaccination pour les garçons est très récente pour avoir déjà des chiffres. Donc je vous ai juste mis la représentation en Nouvelle-Aquitaine du taux de vaccination qui est très variable, puisqu'on voit qu'entre la Gironde et la Dordogne, on a déjà 10 points de différence. Alors ce qu'il faut savoir, ces vaccins ont aussi un effet bénéfique sur toutes les infections orales, et une étude de 2017 a montré qu'on avait une diminution de 88% des cas de cancer ORL. Alors le taux de vaccination des jeunes filles en France est encore très faible. Pour les 2 doses à 15 ans, il est à peine à 28%, 27,7 je crois exactement. Donc il reste très très bas comparé à d'autres pays. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder les pays qui ont un très fort taux de vaccination. Et la référence, j'allais dire, est l'Australie, où ils ont commencé depuis maintenant plus de 10 ans une très grande campagne de vaccination chez les filles et ensuite chez les garçons, un peu plus tardive, mais quand même plus précoce que la nôtre. Et donc, ils ont vraiment une diminution très drastique du taux de contamination. Et on estime que d'ici 20 ans, ils ont réussi à éradiquer ce problème de santé publique. Alors, le dépistage du col, à l'heure actuelle, en France, c'était une démarche individuelle jusqu'en 2018, avec un taux de couverture des femmes, puisque les femmes concernées sont les femmes de 25 à 65 ans, qui est de l'ordre de 60%, en légère baisse, là encore. Donc c'est un taux de participation qui est tout à fait convenable si on le met en regard des taux de participation du cancer du sein et du cancer colorectal, respectivement autour de 50% et de 30%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le recours à des frottis réguliers entre 80 et 2012 a vraiment permis une diminution de l'incidence du cancer du col de 2,5 par an. Là encore, pour se comparer, j'allais dire, aux autres pays, le pourcentage du taux de participation au dépistage dans l'Union européenne est de 45,4%, avec là encore de grandes disparités, puisqu'on est à 9,2% en Roumanie et on est supérieur à 80% au Danemark. Alors il y a une corrélation très claire entre l'ancienneté du dépistage et la diminution de l'incidence, ça c'est très clair, et tous les pays nordiques qui ont vraiment un gros taux de couverture ont une diminution de l'incidence très importante, mais c'est des dépistages qui ont au moins 20 ou 30 ans. Alors, qui sont les femmes concernées? En France, il y a 17,8 millions de femmes concernées de 25 à 65 ans. Donc 2 ans après la mise en place du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, donc comme je vous l'ai dit en 2018, ce qui est quand même tout récent, en plus ça s'est fait progressivement, la participation reste à un bon niveau, mais diminue largement avec l'âge, et on a vraiment une diminution très nette chez les femmes de 60 à 65 ans, et là encore d'importantes disparités géographiques. Donc je vous ai mis Bordeaux, parce que c'est ce qui nous intéresse, ou la Creuse qui est en Nouvelle-Aquitaine, vous voyez là encore il y a plus de 10 points d'écart. Et j'allais dire, les bons élèves sont le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Mais il faut savoir que dans ces départements, le dépistage a été mis en place il y a pour certains, plus de 20 ans. Donc là, ce qui prouve encore que le dépistage a un réel effet sur la prévention du cancer du col. Alors on pourrait se demander pourquoi passer à un dépistage organisé, puisque visiblement le dépistage individuel ou opportuniste fonctionne globalement assez bien. Mais ce dépistage individuel a
comme problématique de surdépister une partie des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui font plus d'un frottis qu'un tous les 3 ans. Et surtout, ça sous-dépiste, voire ne dépiste pas du tout les femmes les plus à risque. Et ces populations sous-dépistées cumulent vraiment des déterminants de risque dus à l'âge, à l'absence d'information, à l'état de santé, pratiques à risque, et connaissent vraiment un retard au diagnostic de cancer invasif en raison d'un éloignement du système de santé. Et maintenant, il a été très largement prouvé par différentes études européennes que le dépistage organisé du col est largement plus efficace que la démarche individuelle en termes de réduction de l'incidence et de la mortalité, qui sont les 2 facteurs, bien évidemment, qui nous intéressent. Alors, le programme français de dépistage organisé, il a pour objectif, essentiellement, de réduire l'incidence et le nombre de décès de 30% à 10 ans et de réduire les inégalités d'accès et de recours au dépistage. Alors, comment réduire ces inégalités d'accès? Bien évidemment, c'est d'augmenter la participation des femmes. L'objectif est de 80% de la population éligible. C'est bien évidemment d'avoir une action sur les traitements lourds en diminuant ces traitements lourds, sur diminuer le nombre de parcours incomplets, on y reviendra, mais ça c'est une grosse problématique dans ce dépistage, et diminuer le taux de sous-dépistage en ciblant vraiment les femmes non participantes avec des actions spécifiques vers les populations les plus à risque. Alors brièvement, parce que ça c'est assez connu, c'est le nouveau cahier des charges du dépistage organisé, tel qu'il a été, écrit en 2020, en accord bien évidemment avec les recommandations de l'HAS. Donc les femmes concernées, les femmes de 25 à 65 ans, avec 2 protocoles, une cytologie tous les 3 ans et un test HPV à partir de 30 ans. Donc il s'agit d'une cytologie, c'est-à-dire d'identifier les cellules anormales, et les tests HPV, c'est de détecter directement l'ADN viral. Donc tout ça, ça se fait sur un frottis avec des cellules du col, bien évidemment. Donc au-dessus de 65 ans, arrêt du dépistage organisé, sauf bien évidemment s'il y a des antécédents ou des lésions spécifiques. Alors, la non-participation au dépistage, elle a été largement étudiée. On s'est penché sur les problématiques, pourquoi certaines femmes n'allaient pas se faire dépister. Donc, les freins sont multiples, ils sont à la fois psychologiques, ils peuvent être aussi matériels. Et on a aussi remarqué un manque d'information. Beaucoup de femmes ne connaissaient pas cet examen. Certaines on ne leur avait jamais proposé ce type d'examen. Et il y avait aussi certaines femmes qui n'avaient jamais compris le lien entre le frottis et le dépistage du cancer du col. Donc il y a vraiment une information importante à faire passer et effectivement agir sur tous les freins psychologiques et matériels, bien évidemment. Là, à noter aussi que la moindre densité effectivement des professionnels de santé joue sur l'adhésion au dépistage. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un lien très, très net avec l'absence de dépistage du cancer du sein. C'est-à-dire que les femmes qui ne se font pas dépister au niveau du cancer du sein ne se font pas non plus dépister pour le cancer du col de l'utérus. Alors tout ça, c'est à prendre en considération parce qu'on le sait que le niveau social des femmes est un facteur associé à la survenue du cancer du col de l'utérus. On sait maintenant que près de 40% des femmes n'ont pas réalisé de dépistage en 4 ans. Il y a une diminution du taux de participation chez les femmes qui ont le moindre recours au système de santé, en ALD, en invalidité et qui ont des caractéristiques socio-économiques défavorables. Et on a mis aussi en évidence que près de 60% des femmes non participantes résident dans une commune identifiée comme défavorisée et 15% étaient bénéficiaires de la CMU. Donc il s'agit vraiment à ce niveau-là d'un cumul en quelque sorte de perte de chance face à la maladie. Donc c'est pour ça que face à toutes ces considérations, l'organisation du dépistage a quand même amené à d'autres réflexions par rapport au dépistage organisé qui existe déjà en France. Et il a été décidé d'avoir un renforcement des missions et des moyens au niveau des centres régionaux de coordination des dépistages. Et c'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion sur comment arriver à aller vers ces femmes qui se font moins dépister et pour qui ça reste vraiment une problématique de santé publique. Et pour ça, on a fait appel à un concept qui a été développé en 2010 par Michael Marmot en Angleterre et qui se nomme l'universalisme proportionné. Alors c'est vrai qu'en France, on est très attaché à l'universalisme dans le système quand on fait des actions de santé publique.
Et il a proposé de réunir en fait les deux approches, à la fois l'approche universelle et à la fois l'approche ciblée qui se fait plus dans les pays anglo-saxons par cet universalisme proportionné, c'est-à-dire de considérer qu'on gardait une approche universaliste, mais qu'on faisait des actions ciblées, graduelles, en fonction du besoin des gens. Et ceci afin de vraiment lutter contre les inégalités sociales de santé. Alors pour arriver à faire justement cette démarche d'universalisme proportionné, il est important de bien identifier les populations à laquelle on s'adresse. Et une étude qui a été réalisée à l'INCa, assez récente, a identifié effectivement différentes cibles. Et ces cibles ont été réparties en plusieurs groupes. Donc, ils ont mis en évidence les femmes non sensibilisées, les CMU, les ALD, comme on l'a déjà dit, mais aussi les femmes homosexuelles, les populations vulnérables, éloignées du système de santé, les femmes en situation de prostitution, les Roms, les migrantes, les femmes de plus de 50 ans et les femmes avec un risque aggravé de cancer du col. Donc il est bien clair que pour toutes ces populations, l'information et la sensibilisation restent très importantes, mais on peut effectivement faire des actions en plus vers ces femmes, avec une mobilisation des professionnels de santé, avec des actions de proximité, avec l'aide des relais associatifs, avec la mise en place d'autotests APV, APU, autotests vaginaux et des autotests urinaires. Mais bien évidemment, il faut être très vigilant que toutes ces campagnes et que toutes ces actions ne soient absolument pas non excellentes et non stigmatisantes, puisqu'on a déjà accès, pour certaines populations qui sont déjà vulnérables. Bien évidemment, mettre en place des expérimentations suivies d'une évaluation pour savoir si ces expérimentations peuvent être généralisées. Alors là, juste pour des études, alors c'est vrai que l'approche qui a semblé la plus pertinente par rapport à toutes ces femmes non participantes, c'était l'utilisation de l'autoprélèvement vaginal. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, certaines qui sont même déjà un peu anciennes, puisqu'il y en a une qui était de 2013. Et on a proposé l'autoprélèvement à différentes populations, soit éloignées du système de santé, soit un peu dans la précarité, etc. Donc vous voyez, il y a plusieurs études qui ont été faites et qui ont montré d'une manière très intéressante que l'adhésion était très, très bonne. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 90% des femmes qui trouvaient que c'était tout à fait intéressant d'avoir trouvaient que ça respectait leur intimité, ça leur respectait leur autonomie. Et donc il y a eu vraiment une participation qui était assez importante et très intéressante. Le problème de cette approche, et toutes les études le confirment avec des pourcentages très très différents, c'est que le parcours reste incomplet, c'est-à-dire que beaucoup de femmes testées positives ne continuent pas le parcours de soins et ne vont pas jusqu'au front petit et voire plus. Et donc il y a vraiment un nombre élevé de ce qu'on appelle les perdus de vue, et selon les études, ça peut aller jusqu'à 80%. Dans l'étude de Médecins du Monde, ils avaient plus de 80 de femmes qui n'avaient pas continué le parcours de soins après un test positif. Donc là, il y a vraiment effectivement des efforts à faire, une réflexion à avoir par rapport à ces femmes. Donc pour vous dire un peu ce qui est fait, à l'heure actuelle, il y a plus précisément d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, on travaille sur des projets d'autoprélèvement vaginal et urinaire. C'est un projet avec le CHU de Bordeaux et le CRCDC de Nouvelle-Aquitaine. Et là, on va essayer justement de travailler sur ces femmes qui ne font pas le parcours de soins en incluant un maximum les sages-femmes parce qu'on sait qu'elles peuvent avoir une action positive par rapport à ces femmes-là. Alors le test, l'autoprélèvement urinaire va aussi être testé. Alors on sait qu'il est beaucoup moins sensible à l'heure actuelle que l'autoprélèvement vaginal, mais c'est quand même une proposition qu'on peut faire. Alors il est moins sensible pour les tests positifs, mais il est assez sensible pour les tests négatifs. Au niveau des informations de la sensibilisation, il y a le Bergobus de l'Institut Bergonié qui fonctionne bien, qui a été dans la Creuse, etc., qui fait vraiment de l'information et de la sensibilisation auprès des populations concernées. Et puis il y a la main mobile qui a été développée il y a très longtemps, il y a maintenant plusieurs années par Guy Lenoy dans le Calvados et dans l'Orne, donc qui allait vers les femmes pour leur proposer la mammographie, et donc il a intégré dans sa main mobile la possibilité aussi de faire des frottis. Donc là on a vraiment, j'allais dire, une action préventive plus une sensibilisation et une action de proximité. Et enfin, pour finir, donc une étude très récente de Lancet Oncology qui a fait une modélisation
et qui dit que si vraiment, à partir des années 2020, on augmente à la fois la vaccination et le dépistage, on pourrait sauver plus de 12 millions de vies dans les 50 années à venir. Et l'Organisation fait une projection à 2099 en disant qu'on arriverait vraiment, théoriquement, à éradiquer le cancer du col de l'utérus. Voilà, je vous remercie. Je passe à mon voisin. Merci beaucoup Sylviane. Donc on va passer à Coriolan du coup sur la partie cancer de l'ovaire. Nous y voilà. Écoutez, donc je vous remercie pour l'invitation d'aborder avec vous l'implémentation des inhibiteurs de PARP en primo-traitement des cancers de l'ovaire. Donc actualité prenante en tout cas dans mon domaine d'oncologie médicale sur l'Institut Bergonié. Je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette étude. Nous allons principalement nous attacher au cancer de l'ovaire le plus fréquent, qui est le cancer séreux de haut grade de l'ovaire, et un peu plus largement les cancers épithéliaux de haut grade de l'ovaire sur ce topo. Et je vais l'aborder un peu sous la forme de l'histoire, parce que la lumière du passé s'éclaire le présent. Les cancers de l'ovaire sont de présentation initialement en situation avancée, et les primo-traitements de ces cancers s'articulent entre des traitements médicamenteux, on va y revenir après, et principalement la chimiothérapie, mais également des traitements chirurgicaux si la chirurgie peut être de résection complète, si on peut retirer l'ensemble de la maladie cancéreuse au niveau abdominal sous-diaphragmatique. Les primo-traitements médicaux, jusqu'en 2018, s'articulaient entre un doublet de chimiothérapie, avec une étude historique, vous voyez, de 1996, qui montrait que l'adjonction au cisplatine du paclitaxel améliorait la survie globale chez les patientes présentant un cancer d'ovaire et donc en primo-traitement. Et il y a maintenant une quinzaine d'années, on a montré la non-infériorité du carboplatine par rapport au cisplatine. Le standard actuel reste donc un doublet de chimiothérapie, carboplatine et paclitaxel toutes les 3 semaines, souvent pour 6 cycles. On s'est posé la question de l'adjonction du bevacizumab à cette chimiothérapie. Le bevacizumab est un anti-angiogénique, un traitement qui empêche la vascularisation des tumeurs. Et 2 essais ont montré en 2011 que l'adjonction du bevacizumab pendant la chimiothérapie, puis après en maintenance pour 15 mois, 22 cycles, améliorait la survie sans progression dans les stades avancés, résiduels, donc les stades 3 avec résidus, ou les stades 4, comme vous pouvez le voir ici sur ces graphes. Malgré cette intention incisive et curative, donc chirurgie si elle est possible et chimiothérapie à Avastin, la majorité de ces cancers malheureusement rechutent avec une médiane de survie sans récidive de 10 à 18 mois. 70% des patientes vont rechuter pendant les 3 premières années et malheureusement à 5 ans, seulement 29% des patientes sont en survie. Il y a donc un intérêt à essayer encore d'optimiser les traitements de maintenance et ces traitements de maintenance, on les a proposés par rapport à l'étude en biologie moléculaire de ces cancers de l'ovaire. Et ce qui apparaît dans ces cancers de l'ovaire, c'est assez fréquemment, on va revenir après, des mutations BRCA. Et donc, un rationnel que je vais vous développer sur l'inhibition de PARP en cas de mutation de BRCA, que ce soit au niveau germinal ou somatique. Donc, jusqu'à il y a environ 5 ans, le testing BRCA avait surtout une valeur diagnostique et pronostique, puisqu'on sait que quand il est transmis de manière autosomique dominante, il y a un surrisque quand on a ce gène de présenter un cancer, et que pour ce qui nous intéresse, les cancers ovariens de haut grade, 17% de ces cancers ovariens de haut grade ont une mutation germinale de BRCA. À noter aussi 6% de patientes mutées BRCA, enfin qui ne sont pas mutées BRCA, mais qui ont une tumeur avec une mutation de BRCA. On connaît aussi bien l'histoire naturelle de ces cancers de l'ovaire liés à une mutation BRCA. On sait que ce sont des maladies de meilleur pronostic, avec également une sensibilité au sel de platine, mais également des temps sans récidive prolongés.
Alors maintenant, on peut se poser la question d'une valeur theranostique de tester BRCA, c'est-à-dire est-ce que derrière on a un traitement quand on a une mutation BRCA. La mutation de BRCA entraîne des déficiences dans la réparation des cassures double brin de l'ADN tumoral. Quand on propose un traitement par sel de platine puis par inhibiteur de PARP, on induit des cassures simple brin de l'ADN qui, lorsque la cellule tumorale va vouloir répliquer, vont entraîner des cassures double brin. Ces cassures double brin, de par la défaillance en BRCA, ne vont pas pouvoir être réparées, ce qui va entraîner une instabilité génomique et une mort cellulaire. C'est le concept de létalité synthétique. C'est donc sur ce rationnel fort qu'a été proposée l'étude SOLO 1. C'était une étude de phase 3 qui prenait en charge les patientes de stade avancé de cancer de haut grade de l'ovaire, patientes qui avaient une mutation de BRCA et qui, à l'issue du primo-traitement chirurgie, chimiothérapie, ne montraient pas de récidive de la maladie. À ce moment-là, elles étaient randomisées entre le traitement standard jusqu'en 2018, placebo, ou l'olaparib, un inhibiteur de PARP, utilisé pendant 2 ans ou jusqu'à progression de la maladie. Le critère de jugement principal de cette étude, c'était la survie sans progression. Résultat qui nous avait agréablement surpris en 2018 et qui n'est pas courant en oncologie, il y a un très net bénéfice à proposer l'adjonction d'olaparib en cas de mutation BRCA et en cas de réponse à un primo-traitement chez ces patientes, puisqu'on voit qu'il y a une diminution de risque de rechute d'environ 70%, avec une médiane de survie sans progression qui passe de 14 à 56 mois. Un profil de toxicité des inhibiteurs de PARP maintenant bien connu, avec une toxicité surtout digestive, des nausées, des troubles du transit, également une fatigue intrinsèque au traitement, mais également une fatigue liée à une toxicité hématologique et surtout de l'anémie. On reste aussi vigilant à la survenue de syndrome myélodysplasique et de leucémie aiguë secondaire sous ce traitement, environ 1% de survenue de ce type de cancer secondaire. On le voit, il y a des résultats spectaculaires à proposer les inhibiteurs de PARP et l'olaparib en cas de mutation BRCA, mais est-ce qu'au-delà de cette mutation BRCA, ces traitements de maintenance peuvent être pertinents? 3 études ont été présentées à l'ESMO en 2019 pour essayer de répondre à ce sujet. Je vais vous en présenter 2. La première, c'est l'étude PAOLA 1, qui est une étude qui évaluait aussi une autre stratégie de maintenance en cas de réponse à un primo-traitement, toujours sur ces cancers de haut grade. Donc s'il n'évoluait pas à l'issue du primo-traitement, il y avait une randomisation entre le standard au-delà de la mutation BRCA qui était le traitement par bevacizumab et le bras à l'étude, c'était l'adjonction au bevacizumab de l'olaparib, le traitement dont on a parlé juste avant sur l'étude SOLO 1. Le critère de jugement principal dans cette étude était là encore la survie sans progression dans l'ensemble de la population, quel que soit le statut BRCA. On voit qu'il y a un bénéfice dans l'ensemble de la population à proposer l'adjonction de l'olaparib au bevacizumab. Et ce qui va être important, c'est de regarder plus en détail de quelle population parle-t-on. On le voit, un peu comme ce que je vous disais jusque-là, environ 29% des populations de l'étude avaient une mutation tumorale de BRCA. Et au-delà de cette mutation de BRCA, on recherche, avec un test fonctionnel qui s'appelle le test HRD, une cicatrice génomique, c'est-à-dire des signes comme quoi il y aura une déficience dans la recombinaison homologue dans la réparation de l'ADN, et donc, selon ce concept de létalité synthétique, un aspect un peu bancal de la réparation qui permettra d'aboutir à une mort cellulaire. Donc on voit que cette mutation HRD, ce test HRD positif, était présent chez environ presque une patiente sur 2. Quand on regarde en sous-groupe s'il y a un intérêt à ajouter au bevacizumab l'olaparib, on s'aperçoit qu'à ma gauche, chez les patientes mutées BRCA avec ce test HRD positif, il y a un bénéfice à l'adjonction de l'olaparib, puisqu'on passe de 17 à 37 mois de survie sans progression, avec une diminution du risque, là encore, de 70%. Également, un bénéfice quand on propose l'olaparib en plus du bevacizumab dans le test HRD positif chez les patients qui n'étaient pas mutés BRCA, avec là un passage de la survie sans progression de 16 à 28 mois et un bénéfice de un hazard ratio à 0,43. En revanche, quand le statut HRD n'était pas positif, il n'y avait pas de bénéfice à ajouter au bevacizumab l'olaparib. Première étude, l'étude PAOLA. Deuxième étude, l'étude PRIMA, encore une étude de phase 3 présentée au même moment,
même population de stade avancé de cancer de l'ovaire et qui avait fait preuve d'une sensibilité au sel de platine et au traitement, au primo-traitement. À l'issue de ce primo-traitement, pour une maintenance, randomisation 2 pour 1 entre le niraparib ou le placebo. Le niraparib ou le placebo était poursuivi pour 36 mois avec 2 critères de jugement principaux, la survie sans progression dans la population HRD positive selon les mêmes modalités que l'étude Paola 1, mais également survie sans progression dans la population globale. Petit aparté, l'étude PRIMA, la population était de mauvais pronostic. Quand on regarde les critères de jugement principaux, dans les 2 populations, ces critères de jugement principaux sont positifs. Il y a un bénéfice à ajouter le niraparib versus placebo. Mais ce qui nous est intéressant de regarder ici, c'est de voir par rapport au profil mutationnel BRCA et au-delà de BRCA au niveau de l'HRD, on voit qu'il y a un bénéfice à ajouter le niraparib en cas de mutation BRCA, mais également quand BRCA n'est pas muté, qu'il y a un test HRD positif, et aussi, contrairement à l'étude Paola, un bénéfice chez les patients qui n'avaient pas de mutation HR, de mutation de la recombinaison homologue. Donc un bénéfice quel que soit le sous-groupe étudié. Ce qui nous permet, si la diapo suivante passe, effectivement d'arriver à une synthèse. Donc pour les traitements de maintenance après réponse au primo-traitement dans les cancers épithéliaux de haut grade de l'ovaire, des trompes du péritoine en situation avancée, nous avons une autorisation de mise sur le marché de l'olaparib en cas de mutation BRCA, selon les données, on l'a vu, de l'étude SOLO 1. Nous avons actuellement une post-ATU de l'olaparib en association avec le bevacizumab en cas de mutation HRD, qui peut inclure BRCA, selon l'étude Paola 1. Et nous avons une ATU et prochainement, probablement au mois de novembre, une autorisation de mise sur le marché pour le niraparib en cas d'absence de mutation de BRCA et en cas d'inéligibilité au bevacizumab selon les données de l'étude PRIMA. Ce qui nous vient à proposer ces algorithmes des sociétés savantes, algorithmes de début 2021, où pour notre pratique quotidienne, savoir quel traitement de maintenance lequel on peut proposer à nos patientes, on se pose d'abord la question de savoir si elles sont éligibles au bevacizumab, nos patientes. Si elles le sont, à ce moment-là, on regarde le statut BRCA et s'il est positif, on rajoute l'olaparib. Si ce statut BRCA est négatif, on fait une demande de statut HRD. S'il est positif, on rajoute l'olaparib. S'il est négatif ou s'il n'est pas connu, on propose le bevacizumab seul. Si les patientes sont non candidates au bevacizumab, soit parce qu'elles ne sont pas dans les critères d'ALM, soit parce qu'elles ont des contre-indications liées à l'utilisation de ce produit, à ce moment-là, on fait un test BRCA. S'il est positif, on propose l'olaparib. S'il est négatif, quel que soit le statut HRD, on peut proposer un traitement par niraparib. Bien évidemment, il faut que ces patientes aient répondu et aient fait preuve de réponse au sel de platine. Voici donc la galaxie des maintenances des inhibiteurs de PARP et des maintenances des primo-traitements dans les cancers de l'ovaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc on va terminer par une présentation de Sabrina autour du diagnostic du cancer de l'endomètre. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et je vous remercie de m'avoir invité, de permettre de présenter la grande révolution dans le diagnostic et la prise en charge du cancer de l'endomètre. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et tout d'abord, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est le cancer de l'endomètre, c'est-à-dire quelles sont les données clinico-épidémiologiques. Quel a été le diagnostic jusqu'à hier, donc sur la morphologie et la classification dualiste de Bockmann, et quel est le diagnostic aujourd'hui, c'est-à-dire l'application de la classification moléculaire, cette révolution, et quelles sont les recommandations diagnostiques de prise en charge selon les sociétés savantes européennes, Société européenne de gynéco-onco, de radiothérapie et de pathologistes, qui sont sorties cette année, et quelles sont donc les conséquences cliniques avec quelques exemples. Tout d'abord, le carcinome d'endomètre, le cancer gynécologique le plus fréquent, si on exclut le sein bien évidemment, le 4e cancer féminin. Dans 75% des cas, le carcinome est diagnostiqué en stade précoce limité à l'utérus, stade 1 et 2. Et dans ce cas, la survie à 5 ans est assez bonne, entre 75 et 90%. Cependant, au stade 3 de FIGO, c'est-à-dire quand la maladie intéresse les annexes aux sétans, aux ganglions et aux paramètres, la survie à 5 ans descend à 66% dans le meilleur des cas. Et quand on est en stade avancé, stade 4, c'est-à-dire avec l'intéressement de la muqueuse des organes de voisinage, du rectum, de la vessie par exemple, la survie tombe à 26%.
Notre élément qui est important, c'est qu'il y a une importante association avec l'obésité, surtout associée à une condition d'hyperestrogénisme, comme on le voit ici dans ce graphe, en particulier pour le carcinome de l'endomètre, pas tellement pour les autres cancers gynécologiques. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a utilisé la théorie de Bockmann qui a été publiée en 1983. Et c'était une classification que j'aime encore, je pense qu'il ne faut pas complètement oublier et bannir, et qui était basée sur l'épidémiologie, sur la clinique et sur le contexte endocrine, qui regardait surtout la patiente. Et après avoir regardé la patiente, on passait au type histologique. On avait essentiellement un type 1 qui représente 80% de carcinomes de l'endomètre. Il s'agit de carcinomes qui sont hormonodépendants. La patiente est surtout une patiente assez jeune, c'est-à-dire périménopausique, ou autour de la cinquantaine, 55, moins de 60 ans, associée souvent à l'obésité, en condition de hyperestrogénisme. Et le pronostic de ce cancer est assez bon, c'est-à-dire avec une survie globale à 5 ans de 80%. Pour ce qui concerne le type histologique, il s'agit surtout de carcinome de l'endomètre, d'un des types endométrioïdes, de bas grade, grade 1 et grade 2. Et quand on regarde la lésion précurseur qui est à la base de ce type de cancer, c'est l'hyperplasie glandulaire atypique. Et après, il y a le type 2 qui représente 20% de cancer de l'endomètre, qui n'est pas hormonodépendant et qui intéresse la patiente en une phase plus âgée, associée à un mauvais pronostic, avec une survie globale à 5 ans de 40%. Alors, les types histologiques sont différents. Il s'agit de carcinome séreux, en cellules claires, ou carcinosarcome, ou carcinome indifférencié, et le grade est haut grade par définition. La lésion précurseur est par exemple pour le carcinome séreux, le carcinome intraépithélial qui se manifeste sur endomètre atrophique. Alors, jusqu'à hier, comment on a fait le diagnostic de cancer de l'endomètre sur la classification histologique seule. Donc, on a appris, nous les anapathes, à produire des paramètres pronostiques basés sur l'histologie, qui sont encore utiles aujourd'hui, bien évidemment. Le premier, c'est le grade, donc bas grade, et au grade. Donc, selon comment on regarde la tumeur, l'aspect, donc on parle de morphologie, l'aspect de la tumeur, on distingue un bas grade et haut grade. Et ça, c'est très important pour la prise en charge, pour les arbres décisionnels. Et après, on regarde le type histologique, et donc on a une sorte de catalogue sur lequel on s'est entraîné pendant notre internat, et on devient expert à choisir ce type de tumeur est plutôt endométrioïde, plutôt que séreux, plutôt que cellules claires, et puis d'autres types mixtes, ou carcinosarcome, ou indifférenciés, d'autres variétés plus rares. Et après, c'est toujours à l'anapathe, en accord avec la chirurgie, d'établir le stade, c'est-à-dire le type d'infiltration d'étendue de la maladie. Est-ce que la maladie est encore limitée à l'endomètre, infiltre la paroi du myomètre, ou s'étend au niveau des annexes, infiltre le col, ou passe au-delà de l'utérus. Et notre élément très important, c'est la présence d'angioinvasions, également appelées emboles. Et donc, on va voir si elles sont présentes. Moi, j'ai dit non vues, parce que on n'analyse pas en totalité la tumeur, donc je n'ai pas la prétention de dire absente, mais j'en ai pas vu. Et puis, si j'en ai vu, j'ai dit focale ou extensive, avec un cut-off de 5 angioinvasions. Avec ces critères, aujourd'hui, on arrive à faire le diagnostic sur une grande partie de carcinomes. Et quel est le landscape de ces carcinomes? Dans 70%, il s'agit de carcinomes de bas grade qui correspondent à des carcinomes endométrioïdes, grade 1-2 de la FIGO. Et pour 30% de reste de cancer, c'est un carcinome de haut grade, ainsi réparti. 17% endométrioïdes de grade 3, 10% l'histotype séreux, 3% à cellules claires ou d'autres carcinomes rares. Alors, le problème diagnostique, on est assez bon entre bas grade et haut grade. Par contre, notre problème est faire la part des choses entre un endométrioïde de grade 3 et un séreux. Et là, parmi les meilleurs pathologistes, gynécopathologistes au monde, dont Robert Soslow de Memorial Sloan Kettering de New York, publie le ambiguous carcinome. C'est-à-dire, je sais que c'est un haut grade, mais j'arrive pas à faire la part des choses entre endométrioïde et séreux. Voilà, donc ça peut être vraiment difficile pour nos pathologistes. Et puis, en 2013, il y a eu vraiment une révolution, la publication de cet article du travail de la TCGA,
qui a étudié les caractéristiques d'environ 300 carcinomes de l'endomètre. Et donc, on a étudié l'histologie, et puis ils ont fait l'exome, le méthylome, l'RNA sec, et on a comparé avec la survie. Et donc, ils ont démembré ce groupe hétérogène de carcinomes de l'endomètre. Bien entendu, il y avait les histotypes les plus fréquents, l'endométrioïde, le CRE, il n'y avait pas le celluclaire, il n'y avait pas le carcinosarcome, mais ils ont rattrapé après. Il y a un groupe qu'on appelle pôle muté, je vous expliquerai en quoi consiste, qui correspondait à 7% de cette série. Ce groupe de carcinomes avait un taux de charge mutationnelle, un taux de mutation très élevé. Et s'associer à un très bon pronostic. Donc là aussi, ça a été une révolution parce qu'on avait quand même étudié que plus un cancer mute, la mutation c'est mauvais, donc on s'associe à un mauvais pronostic. Eh bien non, le pronostic était meilleur. Après, il y a le groupe MSI, c'est-à-dire associé à une instabilité microsatellitaire, le plus souvent associé à une méthylation de promoteurs de Mélenchon, qui représentait entre 15 et 20%. Là également, il y avait une charge mutationnelle forte, mais moins forte par rapport au pôle. C'est pour ça que le pôle, on les appelle les ultramutés, et les MSI, les hypermutés. Et encore, un bon pronostic. Puis il y a le groupe non spécifique, n'avait pas d'altération particulière, et avait une variation de nombre de copies au niveau du génome assez faible, c'est-à-dire le génome était assez stable. Et puis, le bad boy du groupe, c'était le groupe associé à la mutation P53, ce qu'on appelle le Serous-like, et qui représentait 26% de la série et qui représentait également une partie de carcinome endométrioïde grade 3, avec un pronostic plus agressif. Et ce qui était intéressant, c'est que cette classification n'était pas seulement de pertinence biologique, donc une classification en plus, ce n'était pas seulement de la philatélie, mais avait une pertinence clinique, puisque comme vous pouvez observer, le groupe pôle était le groupe qui avait une meilleure survie par rapport, la ligne en bleu, par rapport au groupe P53 en rouge qui avait une survie libre de maladies pour l'instant, seulement cette année, démontrer qu'il y a une différence en survie globale, vraiment différente. Alors, quel diagnostic aujourd'hui? Comment on applique la classification moléculaire de la TCGA? Je reviens sur le groupe pôle muté, qui représentait 7% dans cet article. Aujourd'hui, on arrive à 13%. Et représente essentiellement des carcinomes endométrioïdes de grade 3, mais pas que. Et alors, comment ils apparaissent au microscope? Il s'agit de carcinomes qui présentent un infiltrant inflammatoire péri- et intratumoral. Et puis, on verra pourquoi il y a une logique biologique très importante. On parle d'infiltrant Crohn-like. Et présente des atypies cytonucléaires très importantes. C'est pour ça qu'on avait du mal à faire la part des choses entre CRE et endométrioïde. C'est en nos grades, mais j'arrive pas, avec nos systèmes de catalogue, de classification, à faire la part des choses entre les deux entités. Et en fait, il faut le reconnaître, puisqu'il s'agit de carcinomes habillés en nos grades, donc morphologiquement, nous on dit en jargon, très moches, mais qui ont un très bon pronostic. Et pourquoi? Alors, ce groupe pôle présente une mutation au niveau de la polymérase epsilon. La polymérase epsilon est une polymérase qui s'occupe de corriger les erreurs dans la synthèse de double brand de l'ADN. S'il y a une mutation, et on a recensé 11 hotspots au niveau du domaine exonucléase et du domaine qui se lie à l'ADN, eh bien, la polymérase ne marche plus. Donc, on a une perte de contrôle sur les erreurs et on a ce qu'on appelle le phénotype ultramuté, c'est-à-dire qu'on laisse passer plein d'erreurs et il y a plein de mutations, une charge mutationnelle très élevée, ce qui se traduit en niveau protéique en néopeptides. Et donc, s'il y a beaucoup de néopeptides, ces néopeptides auront une action immunogène. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'était « Mais alors, pourquoi je développe un cancer pôle si il est immunogène? Il devrait être stoppé avant. » Alors, ça n'était pas évident de répondre à cette question. Néanmoins, ils ont observé que dans la balance entre activité T-cell cytotoxique et l'activation des immunocheckpoints, probablement, il y avait une augmentation des molécules immunosuppressives. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces carcinomes endométrioïdes de l'endomètre pôle muté échappent et sont donc à un stade plus avancé. Ils peuvent bénéficier des inhibiteurs de l'immunocheckpoint. Passons maintenant au groupe 2, MSI, qui est associé à une instabilité microsatellitaire. Et vous voyez, a une survie moins bonne par rapport au groupe pôle, mais décidément meilleure par rapport au groupe P53 muté.
Alors, comment on le reconnaît? Pour nous, pathologistes, il s'agit essentiellement de carcinome endométrioïde de grade 1 à grade 3. Il y a quelques séreux. Et quand on regarde le profil génomique, par exemple un CGH arrêt, on voit qu'il y a un nombre de variations, nombre de copies pas très élevé. Ils sont tous associés à une instabilité microsatellitaire, que dans la 97% de cas est sporadique et seulement 3% est germinal, c'est-à-dire associé à un syndrome de Lynch. Eux aussi sont associés à un phénotype hypermuté, puisque ces protéines mésappareillement s'occupent de corriger les erreurs dans l'ADN. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons de l'immunohistochimie qui représente un bon surrogate pour détecter l'altération de ces protéines. Comme vous voyez ici, un exemple de perte d'expression de MLH1. Donc, en immunohistochimie disponible, facile dans notre laboratoire, on peut déjà détecter l'altération au niveau protéique. Et après, je demande en biologie moléculaire la recherche de l'instabilité microsatellitaire. Mais déjà, ça me sert pour classer la tumeur en groupe 2. Autre bonne nouvelle, c'est que s'ils échappent, ils ont manifesté une sensibilité à l'immunothérapie. Je saute tout de suite au groupe mauvais, le groupe P53 muté, et que vous voyez a une courbe de survie moins bonne. Il s'agit essentiellement de carcinomes séreux, également aussi entre 21 et 25% de carcinomes endométrioïdes, mais de haut grade, la plupart. Ils présentent un génome très remanié et ils ont peu de mutations. Peu, mais les bonnes mutations, c'est-à-dire déjà P53, qui est responsable de toute cette instabilité dans le génome. La bonne nouvelle pour nos pathologistes, c'est que nous avons un bon surrogate pour détecter la mutation de P53. En réalité, on ne détecte pas la mutation, mais on a une idée de ce qui se passe au niveau protéique avec l'immunohistochimie. Ce qui est important, c'est que ce carcinome P53 muté, en général, sont de haut grade, mais dans 10%, il se camoufle en bas grade, comme vous verrez après. Donc, il faut savoir le reconnaître puisque le pronostic est agressif et la prise en charge sera différente. Juste un petit mot, pour nous pathologistes, on s'entraîne à reconnaître, à suspecter la mutation sous-jacente avec différents patterns de positivité de P53. Et vous voyez, le surexprimé, ça veut dire qu'il y a une mutation sous-jacente. Le pattern absent en haut à droite, ça veut dire qu'il n'y a plus de protéines, mutation tronquante. Le pattern cytoplasmique, c'est récent, représente 5% de cas mutés P53. Et puis le pattern wild type, où il n'y a pas de mutation sous-jacente. Et quand on fait une concordance entre P53 et l'immunohistochimie et la mutation, la concordance est assez bonne, 92% de corrélation entre les deux. Et si on exclut pôle muté et Messi, 95%. Ce qu'on sait, c'est que ce qui est important, c'est que la P53 était aberrante dans 100% des carcinomes séreux. L'autre élément important, c'est qu'il faut intégrer les données immunohistochimie avec les données mutationnelles. Et par exemple, j'aime bien comparer les résultats de l'NGS avec notre immunohistochimie. Maintenant, je termine avec le groupe 3, c'est non spécifique, c'est le moins sexy, sur lequel je pense qu'on peut travailler en recherchant d'autres types de mutations. C'est le groupe non spécifique, essentiellement des endométrioïdes de tout grade. En général, sont estrogènes dépendants. Et en fait, on fait le diagnostic par exclusion. Ce n'est pas pôle muté, ce n'est pas P53 muté, c'est microsatellite stable. La majorité présente une mutation PTEN, donc sont plutôt de type endométrioïde. C'est intéressant, à moitié des cas présente une mutation de la bêta-caténine CTNB1 qui pourrait avoir une valeur pronostique. Et le nombre d'altérations chromosomiques, quand vous regardez sur un CGH, n'est pas très élevé. Donc c'est vraiment un diagnostic d'exclusion et il n'y a pas un marqueur surrogate. Juste pour rapporter, publié cette année ou à la fin de l'année dernière, il y a vraiment une différence de survie parmi les différentes classes moléculaires. Et vous voyez sur la gauche un survie libre de maladie et sur la droite un survie globale. Donc c'est pertinent. Deuxième message, c'est que le groupe P53 abnormal, celui qui va mal, bénéficie du traitement radiothérapie et chimiothérapie, comme vous voyez dans les courbes, aussi bien en survie libre de maladie qu'en survie globale. Et par contre, les autres groupes, que ce soit pôle muté, que le groupe non spécifique et le groupe MSI, ne bénéficient pas de la radiothérapie et chimiothérapie. Donc, on peut faire pour ce groupe une désescalade thérapeutique. Donc là, brèvement, ce n'est pas encore validé, c'est ce qui était présenté au groupe européen. En gros, quand vous avez un pôle muté, vous passez en bas risque. Alors, vous avez vu, pour les stades 3 et 4, l'expérience est limitée, parce que quand même si c'est bon pronostic, on ne les laisse pas évoluer. Mais il y a de la place pour l'immunothérapie. Et en gros, dès que c'est P53, ça passe en haut risque. Donc, c'est intéressant parce que c'est Portec
qui était conçu pour faire une désescalade thérapeutique et pour certains cas, on fait la désescalade, pour autres, non. Intéressant aussi les applications, les perspectives cliniques, parce que le groupe Paul et Messi pourrait bénéficier de l'immunothérapie. L'autre groupe, Serous-like et le non spécifique, plutôt de la thérapie conventionnelle. Alors, comment les appliquer? Je vous rappelle que les recommandations européennes invitent fortement à le faire en routine. Comment on va faire dans les labos de pathologie? Alors, il y a des marqueurs surrogates. Pour Paul, pour l'instant, non. Il faut rechercher la mutation. Que vous la recherchiez par Sanger ou NGS, ça passe par biologie moléculaire. Par contre, groupe 2, il y a l'immunohistochimie. Pour le groupe 4, le P53, il y a l'immunohistochimie. Personnellement, j'aime bien comparer avec les données de la biologie moléculaire. Et le groupe 3, c'est par exclusion, mais également sur l'immunohistochimie. Par contre, c'est essentiel d'intégrer les données moléculaires à l'histologie, de façon que le pathologiste puisse fournir aux cliniciens pour la prise en charge à l'RCP toutes ces données intégratives de la macroscopie, je voudrais dire, jusqu'à la biologie moléculaire. Quelques exemples cliniques. Alors, vous avez un cas de carcinome endométrioïde de grade 3 qui présente une expression aberrante de P53, donc vraisemblablement mutée. Donc, ça engendre la proposition de radiothérapie et la chimiothérapie, mais c'est pas le muté. Donc, rien. On revient à la case de départ. Donc, le C-Portet4 devra valider ou pas si, dans ce cas, on se passe aussi de la radiothérapie. Notre cas, un carcinome mixte, endométrioïde, c'est plutôt gentil, mais on a prononcé le mot cellule claire, donc c'est mauvais, indépendamment de la P53, pôle muté. Là, à nouveau, je reviens à la case de départ, des escalades thérapeutiques. Et par contre, là, j'insiste, de faire la P53 en routine, même sur les carcinomes de bas grade. Entre 2 et 15% des carcinomes endométrioïdes de bas grade, il existe une mutation P53, que sinon on risque de rater, de perdre. C'était un cas RERP positif qui était pitène perdu, donc vraiment endométrioïde. Dans la classification actuelle, on peut proposer la curithérapie vaginale, mais avec le Portet 4, radiothérapie externe et chimiothérapie à proposer, à discuter. Voilà, je conclus avec le carcinome de l'endomètre, le 4e cancer féminin. La classification moléculaire a montré sa pertinence biologique et clinique. On peut la faire en routine et c'est essentiel d'intégrer les données moléculaires avec l'histologie. Et je tiens pour les enjeux futurs à proposer l'intégration du modèle de Bokman parce que là, à nouveau, je sens qu'on se reconcentre sur la tumeur. Et bien, en fait, il faut prendre en compte la morphologie, l'immunohistochimie, la classification moléculaire, mais également la patiente. Et je vous remercie de votre attention. C'est bien. Merci beaucoup. Donc on va passer à un petit temps de questions. Donc je vais peut-être faire dans l'ordre. Après, n'hésitez pas aussi à compléter. C'est pas forcément adressé uniquement à Sylviane pour débuter. Alors donc sur la partie dépistage, donc j'avais une question parce que là on a parlé uniquement des populations féminines. Donc je sais que c'est dédié au cancer gynéco, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même de dire 2 mots sur les populations masculines aussi, puisqu'elles sont concernées aussi par Oui, enfin j'en ai dit très brièvement. C'est pour ça qu'on vaccine les garçons quand même, parce que ça diminue les risques de cancer anal et surtout les cancers ORL. Donc effectivement, j'ai pas insisté là-dessus, mais c'est une protection. La vaccination des garçons protège les filles et les garçons, bien évidemment. Donc ça, c'est quand même très très important. C'est récent, mais bon, on va y arriver. Alors après, dans tout ce que tu nous as montré, donc c'était des stratégies. Donc les stratégies actuellement en place, c'est des stratégies de vaccination préventive. Effectivement. C'est de la prévention primaire. Voilà, exactement. Est-ce que, j'imagine que oui, mais il y a en cours des essais de vaccination thérapeutique. Est-ce que ça a un intérêt aujourd'hui typiquement, alors, nous, on est des populations non vaccinées. Donc... Il y a effectivement, déjà pour les gens immunodéprimés, etc., mais vaccination thérapeutique, peut-être laisser à mon voisin de savoir ça mieux que moi. Alors effectivement, ce sont les cancers du col qui sont la plupart du temps, puisqu'ils sont liés à l'HPV, plutôt immunogènes. Donc la place de l'immunothérapie à l'heure actuelle dans les situations avancées est en cours d'implémentation, avec des données récentes qui peuvent montrer une amélioration des survies avec la chimiothérapie. Par rapport, donc ça c'est plutôt sur les immune checkpoint inhibiteurs. Pour ce qui est de la vaccination, on a encore, donc le but étant de relarguer des néo-antigènes et ainsi induire une réponse immunitaire. On est encore sur des essais de phase précoce, donc pas d'implémentation quotidienne encore à l'heure actuelle.
Merci beaucoup. Et je termine peut-être, Sylviane, est-ce qu'il y avait des recommandations spécifiques sur le dépistage du cancer du col dans la stratégie décennale qui nous a été proposée, ou des actions spécifiques par rapport à ça, parce qu'il y a des enjeux qui sont assez forts sur le dépistage? C'est le cahier des charges. Globalement, pour le cahier des charges des cancers, c'était vraiment essayer de limiter les inégalités sociales. Enfin, vraiment, les objectifs du nouveau plan, c'est aller vraiment lutter contre les inégalités sociales et augmenter l'accès aux soins. Je crois que c'est vrai, j'allais dire, pour tous les cancers et pour tous les dépistages. C'est vraiment des objectifs qui sont maintenant qui apparaissent de plus en plus, effectivement, dans les recommandations, dont le cancer du col en fait partie. Mais c'est quand même intéressant, c'est que pour la première fois, on a quand même une approche du dépistage un peu différente que ce qu'on a eu pour le cancer du sein et le cancer colorectal. Donc c'est voir si effectivement ça va porter ses fruits, effectivement d'aller vers des actions vraiment ciblées. C'est un peu l'intérêt, j'allais dire, de la mise en place de ce dépistage, mais qui est quand même aussi très particulier par rapport aux autres dépistages, parce qu'il y a vraiment un lien par rapport à la précarité qu'on n'a quand même pas aussi fort dans les autres dépistages. Enfin, je ne sais pas si mes voisins veulent rajouter quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si on passe à la partie cancer de l'ovaire, donc, moi j'avais une question aujourd'hui. Donc, si on se pose la question, les PARP inhibiteurs, du coup, c'est pas pour tout le monde. Effectivement, c'est une bonne remarque. Mais après, c'est ce que j'ai compris, du coup, c'est ce qu'on se voit. Déjà, il faut bien retenir que ce sont pour les situations avancées des cancers épithéliaux de haut grade de l'ovaire. Alors malheureusement, on sait que les cancers de l'ovaire sont diagnostiqués à des phases tardives, donc malheureusement, la plupart de nos patients sont sur ces stades avancés. Il faut bien comprendre que ces inhibiteurs de PARP fonctionnent quand déjà il y a une réponse, il faut avoir montré la réponse à la chimiothérapie à base de carboplatine. Et dernière chose, effectivement, on se doit de faire ce test BRCA somatique. Et à l'heure actuelle, le test fonctionnel Myriad est en fait un test qui est fait par un laboratoire. On a le remboursement là pour la fin de l'année. On est encore en cours d'implémentation pour voir comment on peut en pratique quotidienne le proposer. Mais globalement, peut-être pas pour toutes, non, effectivement, mais une médecine personnalisée, bien sûr. C'était ma question, du coup, de comment ça se passe en vraie vie. Du coup, le test HRD, c'est facile d'y accéder. Partiellement répondu, mais... Voilà, effectivement, à l'heure actuelle, donc ce test HRD, on ne le fait qu'une fois qu'on a le statut mutationnel BRCA, donc ça qui est un test qui est fait sur les labos de biologie moléculaire et que l'on a, que les pathologistes demandent d'emblée un diagnostic de cancer épithéliaux de haut grade de l'ovaire. Et si ce BRCA somatique, donc sur la tumeur, est négatif, à ce moment-là, on fait une demande secondaire de ce test HRD après avoir informé nos patientes que le matériel est envoyé aux États-Unis au laboratoire Myriad et c'est lui qui nous rend ce résultat secondairement. Il y a d'autres tests disponibles éventuellement Effectivement, c'est une bonne remarque. C'est un test fonctionnel. Un test académique. Non, à l'heure actuelle, alors il y a plusieurs réflexions en cours pour essayer de faire des tests académiques, mais c'est vraiment un test compagnon qui a été utilisé sur les essais Paola, sur les essais Prima et sur les situations aussi avancées. C'est le test actuel. Donc finalement, ça vaudrait le coup peut-être à terme d'avoir un panel, en fait, comme ce qu'ils font dans le poumon, peut-être. C'est une bonne remarque, ouais. C'est au-delà du panel. C'est la répercussion des anomalies des gènes de la recombinaison homologue au-delà du BRCA. Je dis souvent à mes patientes, les cousins germains de BRCA, il y a d'autres gènes d'anomalies de la recombinaison homologue. Et en fait, le test HRD ne va pas identifier une mutation de tel ou tel gène, mais la cicatrice génomique, c'est-à-dire des anomalies sur l'ADN que l'on sait en rapport avec ces mutations BRCA et des gènes de la recombinaison homologue. Donc voilà, il y a une subtilité là-dessus encore en cours et voilà, un devenir encore incertain sur ce test. Et après, sur les PARP inhibiteurs, donc là, de ce que j'ai vu, c'est utilisé après les salles de platine ou alors en maintenance, avec ou sans le BEVA. Est-ce qu'il y aurait un intérêt peut-être à faire un re-challenge je ne sais pas, pour certaines populations de patientes qui auraient répondu. Bon, après, la problématique, c'est que ça a l'air d'être quand même... Bon, il y a quand même une toxicité qu'il faut gérer. Donc... Mais effectivement, c'est un traitement qui n'est pas de la chimiothérapie, et donc la toxicité est aussi moindre.
La question du re-challenge des inhibiteurs de PARP, c'est une question des plus brûlantes, puisqu'on a des données tout à fait récentes là-dessus. Les données qui ont été publiées et communiquées sur notre congrès européen là, au mois de septembre, c'est l'étude OREO, qui est une étude de phase 3 qui justement évaluait la reprise d'un inhibiteur de PARP en cas de rechute platine sensible, donc un peu plus de 12 à 18 mois après le début de la maintenance. Il fallait à nouveau qu'il y ait une réponse au sel de platine, toujours ce rationnel vraiment pour l'implémentation de cette maintenance par inhibiteur de PARP. Et on reproposait l'olaparib. Et quelle que soit la mutation BRCA, chez les patients non mutés ou mutés, il y a un bénéfice en survie sans progression de l'adjonction de cette olaparib en re-challenge, aux alentours de 5 mois versus 2 mois sur le placebo. Une survie sans progression qui est beaucoup moindre qu'à la primo-maintenance. Donc cliniquement, oui, on pourrait être intéressé. Scientifiquement, on est encore partiellement satisfait de cette faible réponse et probablement qu'il y a des mutations de résistance aux inhibiteurs de PARP que l'on ne connaît pas, puisqu'on rappelle quand même qu'elles ont échappé à ce traitement. Donc encore beaucoup de travail scientifique à avoir pour essayer d'optimiser ces traitements de deuxième et au-delà maintenance. Et est-ce qu'en cours, il y a des stratégies aussi d'association avec l'immunothérapie ? Oui, tout à fait. Nous avons actuellement plusieurs essais dont on attend les résultats d'associations anti-angiogéniques, le bevacizumab, plus ou moins les inhibiteurs de PARP, plus ou moins les immune checkpoint inhibiteurs, les anti-PDA, anti-PDL1. Donc, dans l'immédiat, nous avons le résultat d'une phase 3 qui a associé le bevacizumab avec la atezolizumab, qui n'a pas montré d'amélioration de la survie sans progression à l'adjonction de l'immunothérapie. À voir si en association avec les inhibiteurs de PARP, ça permet d'améliorer les choses. À suivre. Merci beaucoup. Donc je vais terminer sur la dernière partie. J'ai appris beaucoup de choses, c'est hyper intéressant. Une question qui m'est venue spontanément, c'est que finalement, on utilise aujourd'hui la classification moléculaire à visée pronostique. Ça commence à visée theranostique avec l'implémentation de l'immunothérapie. Et en fait, spontanément, je me suis dit, mais pourquoi on ne l'utilise pas plus aussi à visée theranostique ? Est-ce qu'il y a des stratégies aussi de thérapie ciblée ou autre Sûrement, alors elles sont en étude, mais tout d'abord, c'est déjà important d'arriver à classer ces patientes puisque c'est un cancer qui n'est pas excessivement agressif à un stade localisé et il faut savoir, en fait, déjà c'est important de savoir quand on fait ou pas la désescalade thérapeutique ou quand on accélère. Donc déjà c'était essentiellement de penser à l'immunothérapie, savoir comment prendre en charge tout simplement en RCP, un carcinome de l'endomètre, parce que ça change complètement son pronostic comme était démontré. Alors, bien évidemment, ce type de classification, c'est très innovateur, mais nécessite de quelques années de recul. Donc, nonobstant, Portée 4 est attendu, nonobstant est faite avec une méthodologie exceptionnelle, avec un grand nombre de cas, il y a quand même une réflexion de la part de nos cliniciens, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, notamment au niveau français, au niveau de la SFOG, comment prendre en charge les patientes à la lumière de la classification moléculaire. Est-ce qu'on va l'appliquer directement, parce que parfois ça fait peur, une désescalade telle ou une chimiothérapie associée quand c'était pas prévu. Donc déjà, il y a le problème de comment les prendre en charge. Et après, pour les carcinomes MSI, groupe 2, et pour le pôle, sont pas très fréquents. Ils échappent pas tellement. S'ils échappent, il y a une stratégie, une cible thérapeutique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'immunothérapie, aujourd'hui, elle est indiquée pour les... pas encore. Pour les situations, là, c'est vrai que Sabrina présentait donc toutes ces situations que l'on a en réflexion pour les traitements adjuvants. C'est-à-dire que notre chirurgien a opéré ce cancer de l'endomètre, il n'est pas métastatique, donc on propose des traitements sur une maladie qui n'est plus pour guérir ou retarder le moment de la récidive. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'implémentation de l'immunothérapie dans cette situation-là. On a des essais en cours, effectivement, qui cherchent à voir si l'adjonction de l'immunothérapie au traitement adjuvant classique améliore les survies sans récidive, mais c'est encore très, très précoce. Et pour le groupe P53, il y a quelques
avantage promoteur, c'est l'HRD dans les P53 mutés. Donc là, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Et HR2. Parce qu'on observe que 22% de carcinomes P53 mutés présentent une altération de HR2, 5-6% mutation et 17% amplification. Donc là aussi, il y a beaucoup de demandes, je vois par mes collègues pathologistes américains, d'étudier l'HR2 en immunohistochimie et en amplification. Nous, on le fait, en fait, je ne le fais pas en immunohistochimie, mais dans le panel NGS, j'ai HR2 et quelques cas est revenu muté. Donc, c'est une cible thérapeutique. Et KRAS aussi, ça va mettre dedans ou... Je l'ai dans le panel, mais... En application, KRAS à l'heure actuelle, ciblé KRAS, c'est plutôt les résultats sur certains cancers bronchiques et de la thyroïde, mais pas encore chez nous. Après, dans le cadre d'essais thérapeutiques, effectivement, sur ces situations avancées. Sachant que le Portec 4, pour en venir à cette situation adjuvante, est designé justement pour proposer des traitements adaptés en fonction du profil moléculaire. Donc on aura vraiment ces éléments de réponse, je crois, d'ici 2025, quelque chose comme ça, pour vraiment proposer un traitement le plus personnalisé possible, on va dire. Peut-être dernière petite question, parce que Paul... non, parce qu'on est vraiment dans la médecine de précision. Alors moi, je ne connais pas grand-chose, mais ces systèmes d'escalade, je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'il y a, par rapport aux patientes, je veux dire, est-ce que c'est des choses qui sont faciles à faire passer? J'imagine que ce n'est pas forcément évident quand on est dans un système de soins et qu'on vous dit on va changer complètement. Alors, les deux peuvent être angoissants. Hein. On va se dire, tiens, finalement, on ne fait plus rien parce que je suis perdue. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment une difficulté par rapport à ça ou c'est quelque chose que vous arrivez vraiment à bien... Alors, effectivement, c'est pas forcément à moi qu'il faut se poser la question parce qu'en général, quand elles viennent me voir, malheureusement, les patientes bénéficient de chimiothérapie. Mais globalement, je pense que, en expliquant bien, c'est vrai que pouvoir se passer d'une séquence qui est lourde, déjà une radiothérapie, je pense qu'il y a aussi parfois un certain soulagement d'éviter certains traitements. J'imagine une information très importante parce que ça peut être aussi vécu d'une manière très très différente par rapport à ça en disant voilà, on s'occupe plus de moi. Effectivement. C'est des choses, je pense, qui sont sur des gens qui sont quand même très très vulnérables. Mais moi je trouve que c'est une notion qui est quand même très, cette adaptation et je trouve que c'est. Si je peux rajouter, je pense que c'est très important de divulguer le message qu'il faut appliquer la classification moléculaire. Alors peut-être dans 1 an ou dans 5 ans, on reviendra dans le sens que peut-être on sélectionnera des cas. En demeurant, l'expérience est limitée. Donc je pense qu'il faut l'appliquer sur tous les cas pour décider après. Pas seulement sélectionner les cas qui sont non P53. D'ailleurs, c'est une erreur parce qu'on a ce qu'on appelle le multi-classifiers, c'est-à-dire des carcinomes qui sont à la fois P53 mutés, Pol muté, ou P53 MSI, ou les 3. Et dans l'expérience limitée publiée toujours sur les essais Portec l'année dernière, c'est que pour l'instant, Pol l'emporte et MSI l'emporte. Mais c'est important, afin d'avoir le recul, de l'appliquer sur tous les cas. C'est pas extrêmement coûteux, bien sûr un coût, mais je pense que c'est important en termes de désescalade thérapeutique. Donc je pense qu'il faut le faire. Et c'est important, c'est pour ça que je suis là. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait, je pense qu'un message clé aussi, c'est l'importance de la NAPAT aussi, parce que finalement, on a beau avoir le profilage moléculaire, si on n'a pas l'expression au niveau ANAPAT. Il faut le soutien. Du coup, c'est évident. Merci beaucoup à tous, très bonne soirée et merci encore à tous. Merci Christelle, merci à tous. Merci.